Merci d'avoir choisi RFI. Il est minuit 30 à Paris, 22h30 à Dakar, 23h30 à N'Djamena. Afrique Soir sur RFI, Catherine Zemmouré. Et à la une de cette troisième et dernière édition d'Afrique Soir, le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'ouvre demain à Kigali au Rwanda sans la délégation burundaise. Cette dernière a claqué la porte mardi. Motif, les organisateurs du sommet refusent de prendre en compte la plainte déposée par Bujumbura, celle qui vise le Rwanda et son soutien présumé aux rebelles burundais. Au Gabon, 14 candidatures sur 19 déposées ont été validées en vue de l'élection présidentielle du 27 août prochain, y compris celle du président sortant Ali Bongo, toujours contestée par l'opposition. En Mauritanie, l'avocat du journaliste qui a écopé de 3 ans de prison ferme pour avoir jeté une chaussure sur un ministre en pleine conférence de presse souhaite faire appel du jugement, qualifiant la peine prononcée d'insensée et d'excessive. Le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'ouvre à Kigali au Rwanda demain dimanche. Il y sera notamment question de la succession de la présidente de la commission de l'UA, la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma, mais aussi de terrorisme transnational ainsi que de la crise au Soudan du Sud, de la situation au Burundi et des violences que connaît le pays depuis 2 ans. Le Burundi qui a d'ailleurs quitté le sommet de l'UA de façon précipitée mardi dernier. Christophe Boisbouvier. Sa chaise vide ce dimanche matin à l'ouverture du sommet de Kigali, le Burundi veut la justifier en invoquant l'aide militaire que le Rwanda apporterait aux groupes rebelles qui luttent depuis plus d'1 an contre le régime de Pierre Nkurunziza à la frontière entre les deux pays. Le Rwanda dément, mais le Burundi affirme avoir porté plainte devant l'Union africaine et comme sa plainte n'aurait pas été prise au sérieux, eh bien aujourd'hui il claque la porte, pas d'avancée sur le Burundi. En revanche, après le mini-sommet de ce samedi soir dans un grand hôtel de Kigali, beaucoup attendent une avancée sur la très grave crise au Soudan du Sud. Il y avait là tous les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région, plus le Tchadien Idriss Déby, le Rwandais Paul Kagame, le Sud-Africain Jacob Zuma, l'Algérien Ramtan Lamamra et le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Et selon une bonne source, l'Union africaine pourrait annoncer ce dimanche qu'elle est prête à déployer une force de protection au Soudan du Sud. À cette crise africaine, il faut une solution africaine, nous a confié un ministre des Affaires étrangères. Boris Vichit, Christophe Boisbouvier, Kigali, RFI. Dans le pays voisin de la République démocratique du Congo, le Filimbi, mouvement citoyen qui réclame la tenue de la présidentielle cette année dans le pays, a dénoncé vendredi le transfèrement à Kinshasa d'un de ses membres, arrêté la semaine dernière à Kisangani. Le mouvement exige sa libération immédiate. Il déplore cette arrestation réalisée le 8 juillet dernier à Kisangani en marge d'une conférence de presse appelant le président Joseph Kabila à abandonner son poste à la date du 20 décembre prochain au terme de son second mandat. Et puis en RDC toujours, le parti d'opposition UNAFEC dirigé par Gabriel Kiyungu dénonce l'arrestation de 2 membres de sa section jeunesse ce samedi après-midi à Lubumbashi. Selon Dieudonné Bamwaina, secrétaire général adjoint du parti, les 2 jeunes ont été arrêtés alors qu'ils étaient tranquillement installés dans un café du quartier Kenya. L'UNAFEC dénonce des intimidations répétées et la multiplication des arrestations de militants du parti. Au Gabon, 14 des 19 candidatures déposées ont été validées hier en vue de l'élection présidentielle prévue le 27 août prochain, parmi lesquelles celle de l'actuel président Ali Bongo Ondimba, une candidature contestée par l'opposition qui discute la réalité de la nationalité gabonaise du chef de l'État. Une réunion de l'opposition se tiendra dans la journée aujourd'hui, ou plutôt entendez dimanche comme étant aujourd'hui à Libreville, suite à cette validation de candidature et pour l'heure, une seule réaction officielle, Laura Martel. Oui, il s'agit de celle de Paul-Marie Gondjou, l'un des représentants de l'opposition au sein de la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente. C'est en présence de l'ancien ministre et candidat de l'opposition, Casimir Oyemba, que Paul-Marie Gondjou a contesté ce samedi la validation de la candidature d'Ali Bongo en mettant en avant 2 arguments. Il dénonce d'abord une nouvelle fois des irrégularités autour de l'acte de naissance du président sortant, mais deuxième point, il met en cause l'impartialité du président
président de la commission électorale. Rappelons que, faute de consensus, la CENAP a dû procéder vendredi à un vote pour accepter ou non la candidature d'Ali Bongo. Une candidature finalement jugée valable par 5 voix contre 3. Paul-Marie Gondjou estime que le fait que le président de la commission ait voté en faveur de la validation de la candidature du président sortant pose la question de sa partialité et, je cite, n'augure rien de bon pour la suite du processus. Aucune autre voix ne s'est élevée donc pour le moment pour commenter cette liste des 14 personnalités retenues, mais une réunion, vous le disiez Catherine, de plusieurs candidats de l'opposition est annoncée pour ce dimanche dans l'après-midi. Parmi les 14 dossiers validés, on retrouve donc le chef de l'État sortant Ali Bongo, mais aussi les principales figures de l'opposition, notamment l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guinzouman Dama, deux anciens premiers ministres en la personne de Raymond Dongzima et donc de Casimir Oyemba. Merci Laura Martel. Et puis à 300 km au large du Gabon, sur l'île de Sao Tomé et Principe, 111 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Depuis 1991, c'est la 6e élection que connaît ce pays, qui est l'un des plus petits pays d'Afrique. 5 candidats, dont le président sortant Manuel Pinto da Costa, s'affrontent dans ce scrutin sur fond de surendettement et de misère. Les précisions de Fabrice Wimo. C'est un duel qui se dessine. D'un côté, le président sortant Manuel Pinto da Costa brigue un second mandat après 5 ans à la tête de l'archipel. À 79 ans, Pinto da Costa incarne une survivance de la guerre froide puisque c'est lui qui a arrimé le pays au bloc soviétique quand il le dirigeait de 1975 à 1990. Depuis, il est revenu au pouvoir en 2011. Face à lui, le candidat du principal parti d'opposition, l'Action démocratique indépendante, Evaristo Carvalho, a le soutien du Premier ministre Patrice Trovoada. L'ADI a remporté les élections législatives en 2014. Dans ce duel annoncé, l'économiste Maria das Neves tente de jouer les troubles faits. De nombreux Santoméens voteront depuis Libreville ou Lisbonne, contraints à l'émigration en raison de la pauvreté qui touche les 2/3 de la population. Le pays est surendetté et dépend à plus de 80% de l'aide extérieure. Un État insulaire qui ne manque pourtant pas d'atouts, avec notamment la découverte de gisements de pétrole offshore. Les premiers forages sont prévus dans 2 ans. Merci Fabrice Wimo. À noter que, comme au Portugal, l'ancienne puissance coloniale de Sao Tomé et Principe, le président de Sao Tomé, donc de l'île, arbitre mais ne gouverne pas, laissant place ainsi à plus de pouvoir au Premier ministre. RFI à Nouakchott, 103.3 FM. La chambre correctionnelle du tribunal de Nouakchott en Mauritanie a condamné jeudi à 3 ans de prison ferme le journaliste Cheikh Baye Ould Mohamed pour avoir lancé sa chaussure sur le ministre porte-parole du gouvernement en pleine conférence de presse. Précisons que la chaussure n'avait pas touché sa cible. La peine qualifiée d'insensée et d'excessive par la défense a poussé cette dernière à vouloir faire appel de la décision. Maître Brahim Ould Ebeti dirige le collectif des avocats de l'accusé. La défense a plaidé qu'il s'agit d'un acte où il n'y avait aucune intention coupable, qu'il n'y avait aucune volonté d'atteindre les ministres, d'autant plus que la chaussure ne l'a même pas touché. Ce que nous craignons, nous, avocats de la défense de ce jeune homme, c'est que ce magistrat ne rédige pas son jugement avant son départ en vacances. J'ai demandé l'audience de ce juge le matin, je suis venu le voir, je dis, monsieur le juge, vous partez ce jour en congé de 45 jours. Et pour que nous puissions contester votre jugement devant la cour d'appel, nous avons besoin de votre jugement rédigé. Mais regardez, il m'a dit non, je ne peux pas le rédiger. Si le magistrat ne rédige pas son jugement, nous allons essayer d'évoquer devant le président de la cour d'appel. Nous vous demandons de considérer cette circonstance particulière et considérer que le magistrat est allé jusqu'au maximum de la peine et il n'y a aucune circonstance aggravante pour ce jeune homme. Maître Brahim Ould Ebeti, avocat du journaliste Cheikh Baye Ould Mohamed, condamné à 3 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Nouakchott pour avoir jeté une chaussure sur un ministre. Il répondait aux questions d'Amaury Auchard.
Crash d'Égyptair suite. Les enquêteurs ont révélé aujourd'hui que le mot feu a bien été prononcé peu avant que l'Airbus A320 ne s'abîme au large des côtes égyptiennes. Une annonce qui éloigne un peu plus la thèse de l'attentat perpétré par des islamistes extrémistes. Le crash du vol MS 804 d'Égyptair qui tentait de relier Paris au Caire le 19 mai dernier a fait 66 morts, dont 40 Égyptiens et 15 Français. Ainsi s'achève Afrique Soir. Assistant d'édition Cécile Périllard, rédaction en chef Bernard Najot, réalisation Wafa Nour.